Live Oh, live 3. in 2. On est en live. Nous sommes live, on est 8. On est le 8. On est juste nous autres pour l'instant. Non, il y a quelqu'un qui a joint. Ah, parfait. Bonjour Inès Bruckner. Je ne sais pas comment on prononce. C'est ça, mais là, tu peux pas. Si, il y a toujours le chat. Alors, j'ai l'impression d'être un streamer Twitch qui fait sa première, en fait. Donc, je ne sais pas s'il faut dire hello tout le monde, il faut que je mette plein d'effets. Bonne question. On attend quelques secondes encore. Ouais, on peut attendre quelques secondes. Et on va se préparer à bombarder Jacob de questions, en fait. Sur Colson. D'ailleurs, Colson 2 version 2, ça arrive quand? Le pire, c'est qu'on se fait encore poser la question souvent dans des commentaires de vidéos YouTube. Oh, cool. Mm. Et le nom est D'ailleurs, assez on m'a dit 10 000 téléchargements de Colson. Oui, c'est quelque chose comme ça maintenant, oui. Mais là, y a-t-il une communication à Lucas qui a été faite? Je sais que Bruno a demandé une communication. Ben, c'est clair, définitivement. Donc, Bon, ben bonjour à tous ceux qui sont là. On attend encore une petite minute ou on commence, ou on continue à plaisanter comme on le faisait tout à l'heure? ce qui est vraiment triste, c'est qu'on ne puisse pas mettre le son sur les gens sur les participants. Ça, je trouve ça vraiment triste. Non, j'ai passé un micro de la salle. Hein. On a-tu un micro dans la salle? Non, ça pourrait être bien, quoi, mais il y en a pas malheureusement. Ben, écoute, Yannick commence tranquillement. En fait, j'ai pas vu le chat. J'ai bien prononcé, en fait. C'est bien Inès Bruckner. Bon, ben, on va commencer tranquillement. On va se présenter, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? À toi l'honneur, Yannick. Okay, parfait. Ouais. À moi, l'honneur, c'est toujours moi qui dois ouvrir le bal. Mais je vais me présenter à vous deux qui me connaissez. Ben, je suis Yannick Francillette, professeur à l'UQAC au département informatique mathématiques. J'enseigne en jeux vidéo. Je travaille en jeux sérieux. Je dépanne, je fais le pompier aussi en informatique s'il faut. Et ben, je le dis sans prétention, mais j'ai fait un doctorat en jeux vidéo en France, qui était très rare à l'époque. En jeux vidéo, pas en jeux sérieux. Je le dis tout le temps, en fait, je m'étais imaginé la Switch en 2000, j'ai fait ma thèse en 2014. Je m'imaginais un peu la Switch actuellement. Je m'étais dit, ce serait bien qu'on ait une petite console, qu'on puisse emmener partout, qu'on puisse brancher sur sa télé, on continue sa partie, on puisse la brancher dans la voiture, on continue sa partie. Mais moi, ce que j'avais mis de plus, c'est dire que le jeu il s'adapterait où est-ce qu'on jouerait. Donc les mécaniques changeraient. Parfait. Et j'ai enseigné à Jacob qui est là, qui est, je crois, le suivant sur la liste. Ah, Monsieur Jacob, à vous je vais prendre la balle au bon. Eh bien, moi, j'ai fait mon bac en programmation de jeux vidéo à l'Université du Québec à Chicoutimi et je suis actuellement en fin de maîtrise en informatique concentration jeux vidéo. Donc, je vais laisser la parole à Pierre. D'accord, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Pierre Tousignan, je suis professeur à l'école de l'animation, l'école des arts numériques de l'animation et du design, le NAD, depuis maintenant 15 ans. J'enseigne principalement le design de jeux, l'animation 3D aussi. Je travaille beaucoup avec Yannick sur les jeux sérieux qu'on développe conjointement entre le NAD et le département informatique mathématiques. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un change les slides? Moi, je peux les changer. Et c'était juste là, c'est juste que je trouvais la première image assez jolie. Oui. Ben, la prochaine étape de la discussion, en fait, c'était autour d'un jeu sérieux. Qu'est-ce qu'un jeu sérieux? Et Pierre, Jacob, est-ce que tu as retenu la définition Oh, un rappel des cours. Ben, moi, je vais y aller avec ma propre définition de jeu sérieux. Ouais, c'est un jeu dans lequel que tu vas pouvoir apprendre
soit un concept, une histoire ou une problématique, tout en ayant du plaisir. Ça peut tout être une formation. Mais le but, selon moi, c'est vraiment d'apprendre en même temps d'avoir du fun. Ben, je te dirais, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit un jeu sérieux, c'est un jeu chiant? Je suis pas d'accord avec lui. Ou du moins, sinon, c'est un jeu sérieux mal fait. Ah ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je t'ai bien transmis ce que je voulais. Pierre, voulais-tu rajouter quelque chose? La différence que je ferais peut-être avec la définition de Jacob, c'est la partie, le fun, que je remplacerais par ça doit être une expérience engageante, intéressante, mais c'est pas nécessairement obligé d'être le fun au sens classique, mettons, d'un jeu vidéo, mais on peut profiter de l'aspect engageant du jeu vidéo pour créer une tension avec le joueur, l'amener à des places où il ne pensait pas aller. Donc, oui, on veut apprendre quelque chose, on veut démontrer quelque chose. C'est pas nécessairement le fun, mais ça doit être nécessairement intéressant et engageant. Mais tu sais ce qui est intéressant en fait avec l'idée de fun, c'est qu'on dit toujours fun, mais c'est souvent attaché à la définition de fun de Ralph Koster, en fait, si tu te rappelles son livre Theory of Fun. Oui. C'est beaucoup l'idée en fait que tu trouves des mécaniques, ton cerveau est content quand il découvre des patterns en fait. Et c'est beaucoup en fait plus cette idée-là de fun qu'on dit c'est un jeu fun et qui doit apprendre quelque chose que l'idée du fun comme tu dis amusement classique jeu vidéo. Oui, si tu prends la définition de Costner, mais pas très. Oui, oui. Mais en fait, en jeu sérieux, c'est souvent plus proche de celle-là qu'on utilise le mot fun. Parce que sinon, oui, ça se rapproche, comme tu dis, l'idée d'engageant et intéressant. Ah, il y a quelqu'un de l'équipe Megamix qui a répondu un jeu avec une manière pédagogique. Non. Un jeu avec avec une une matière matière pédagogique amenée de amenée manière ludique. Ça se rapproche en fait de ce qu'on discute. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui proposait une définition dans la salle. Mais il y a plusieurs définitions en fait de jeu sérieux. La seule qu'on s'entend tous, c'est dire que, comme Jacob, si quelqu'un dit qu'un jeu sérieux c'est un jeu chiant, c'est qu'il a joué qu'à des mauvais jeux sérieux en fait. Mais sur la suite, à chaque fois je me trompe d'écran. Il y a la définition qui date de 71. Jacob, je sais pas si tu t'en rappelles en fait de celle-là que je vous donne tout le temps. Oui, effectivement, elle me dit quelque chose. Des jeux avec objectif autre que le simple divertissement. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il disait que, en gros, au lieu de s'embêter à dire est-ce que c'est un jeu sérieux ou pas, en fait, on va juste questionner à l'auteur est-ce que tu fais un jeu sérieux ou pas. C'est beaucoup plus simple. Et après, ça fait qu'on analyse juste que est-ce que c'est un bon jeu sérieux. Pierre, tu as l'air. Non, d'accord. Je continue. Ben, c'est là qu'on va aller dans le cœur du débat, en fait. Ben, pourquoi on fait des jeux sérieux à l'université? T'as sauté une slide, là? J'ai sauté une slide? Oui, je pense que ça sauté. Ah ouais, j'en ai sauté, t'as raison. Quand même. Ben, quelques chiffres, mais Pierre, je vais te laisser les dire. Ou tu veux que je me lance Non, mais je vais y aller. On parle de jeux sérieux, puis très souvent, on a l'impression que c'est comme un segment de marché plus petit ou plus indie, entre guillemets. Mais on parle quand même de 2 milliards en 2016, 9 milliards prédits en 2023. C'est quand même un bon pourcentage de notre marché général en jeux vidéo, selon Allied Market Research. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Puis il y a beaucoup de grands acteurs en ce moment. On pense à Ubisoft. J'ai un écho, excusez-moi. On pense à Ubisoft avec les lapins crétins. apprennent à coder. Les lapins crétins apprennent à coder. On pense au Nintendo, le Ring Fit, qui est aussi un exemple. Donc, c'est quand même une très bonne, très bonne en termes de revenus. J'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Ouais. Mais... Il y a des Discovery Tours aussi des différents Assassin's Creed maintenant qui est mis de l'avant. Oui, et qui sont en plus attendus presque comme les Assassin's Creed en fait chaque année. Parce qu'il y a l'Assassin's Creed qui sort et
il y a comme toute une communauté qui attend le Discovery Tour, en fait, autant que le jeu, presque. Donc, c'est Ouais, puis il y a souvent des reportages Radio-Canada sur, mettons, des professeurs qui l'utilisent pour enseigner l'histoire, puis justement, à chaque année, ben, il y a hâte de présenter le nouveau Assassin's Creed à leurs élèves, comme ça fait un contenu qui est renouvelé à chaque année. Oui, parce qu'au final, à chaque fois, il faut une période, une civilisation. Il faut un jeu sur ça, mais au final, le côté histoire, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très précises, en fait. Donc, il y a vraiment, c'est souvent des professeurs, mais j'en connais des joueurs qui attendent autant le Discovery Tour, en fait, que l'Assassin's Creed de base. Parce que l'Assassin's Creed, c'est comme le côté ludique, en fait, et après, quand l'univers a bien pris, ben, ils ont envie de voir comment c'était vraiment. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que pour chacun de ces Assassin's Creed-là, ils ont une armée de 4, 5, 6, 7 historiens avec qui ils vont travailler. C'est juste, on va faire un point tantôt. Mais c'est Nintendo, avant même Ring Fit, ils avaient, toute proportion gardée, ils avaient leurs autres jeux sur la Wii Fit, en fait. Il y avait Wii Fit, il y avait Brain Age. Il y a Brain Age aussi, qui a fait beaucoup vendre des DS, si je remarque. Brain Age, il y a beaucoup de gens en fait qui jouaient pas à la DS, qui ont acheté une DS pour Brain Age. Avec la pub quel âge a votre cerveau, ou, ce genre de choses-là. Donc, il y a quand même des gros de l'industrie qui sont dans le marché des jeux sérieux. Et Ring Fit qui est tombé comment ça s'appelle, en pénurie quand on était tous confinés. Oui, Si vous avez oui, suivi. la Switch aussi. Et il y a eu plein de gens qui ont acheté Ring Fit, qui ont fait. J'ai vu plein de YouTubers en fait qui ont fait des streams Ring Fit. Donc, techniquement, ça veut dire qu'on a même des streams sous des jeux sérieux en fait. Veux-tu que je passe à la suite? Oui, je pense qu'on peut. Donc, pourquoi des jeux sérieux à l'université? Yannick, veux-tu commencer? Je commence? Ah, je te laisse commencer, t'avais l'air bien parti. OK. Un des premiers points pourquoi Yannick et moi, on a décidé d'enseigner des jeux sérieux, c'est que c'est des très, très bons défis de design. J'ai vraiment un écho, moi. J'espère que je ne sais pas si quelqu'un de la Megamix écoute, mais... donc, moi, je l'entends pas. Parfait. Donc, c'est vraiment un gros avantage de proposer aux étudiants de dire, vous devez travailler sur un sujet donné, que ce soit les camps de concentration, comme on va parler tantôt. Ça force les étudiants en design à réfléchir à la mécanique de jeu, comment on va implémenter le jeu, comment on va décortiquer l'aspect pédagogique pour l'intégrer dans l'aspect ludique du jeu. Donc, de ne pas arriver avec un design où, par exemple, l'exemple qui me viendra en tête, c'est quand on faisait avant des jeux vidéo, puis on avait une cinématique pour raconter l'histoire. Mais on ne veut pas non plus designer un jeu où on a une partie jouable, ludique, puis après ça, de designer une partie pédagogique. Donc, tu joues à un jeu, tu as du fun, le jeu arrête, on te pose des questions sur la qualité du français, tu réponds, puis tu retournes jouer à ton jeu, c'est un peu comme une expérience brisée en deux. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant. Nous, quand on discute avec nos étudiants, on a une plateforme très, très précise, très claire, où on peut leur dire, d'accord, vous voulez nous enseigner l'immigration écologique, comment on intègre ça dans notre mécanique de jeu. Donc, à ce niveau-là, c'est déjà une très bonne plateforme pour développer un jeu versus l'idée de tantôt qu'on parlait justement, l'idée du fun, de dire, oui, je vais développer un jeu qui va être amusant, qui va être le fun, qui va être ludique, mais on va se comparer aux autres jeux dans l'industrie, alors que là, on a vraiment souvent des jeux qui ont des sujets qui n'ont jamais été attaqués d'un point de vue jeu vidéo. Donc, c'est un premier avantage. Yannick, veux-tu compléter? Ben oui, en fait, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. C'est que c'est intéressant dans le fait que la discipline en fait du game design et le fait de fabriquer un jeu,
c'est comme une boîte à outils et que en fait tous les sujets en fait sérieux qu'on essaie de traiter avec ça, c'est d'utiliser nos connaissances qui à la base ne sont pas appliquées en fait pour ces sujets-là, pour donner en fait des nouvelles solutions pour parler de ces sujets-là, pour enseigner, pour sensibiliser, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment, ça donne, ce qu'on emploie en fait ce mot-là avec les étudiants, c'est un défi de design. C'est vraiment, faut trouver des solutions avec nous, nos outils de game designer, nous, nos outils dans le jeu. Et c'est assez challengeant en fait cette partie-là. Je ne sais pas si Jacob veut rebondir là-dessus. Oui, clairement. Ben donc, mettons, tu sais, qu'est-ce que je peux donner un peu, c'est que qu'est-ce que ça nous apporte avoir un terrain un peu plus encadré de jeux sérieux pour développer dans le cadre universitaire, c'est que nous, mettons, les progs, parce que je suis prog de la maîtrise en jeux vidéo, j'ai travaillé justement avec le NAD qui sont plus les artistes. Donc, mettons, nous, les jeux de référence qu'on a, qu'on voudrait tous à peu près faire dans le cadre de nos jeux, c'est, mettons, des Super Meat Boy ou des jeux qui sont beaucoup basés sur les mécaniques. Versus quand on discutait avec les artistes, eux, ils voulaient plus faire du Sea of Thieves ou du Journey dans le temps aussi. C'était un jeu un peu plus contemplatif, mais avec beaucoup d'art dedans, tu vois. Donc là, ça nous fait un peu un terrain qu'on est tous dedans. Puis c'est globalement des jeux qu'on voudrait pas designer au début. Donc on part tous dans un terrain inconnu ensemble là-dedans. Donc ça crée quand même une certaine cohésion aussi dans l'équipe. Oui, en gros, c'est que vous voulez dire, ça donne un défi commun, en fait, que aucun Exact. des deux corps n'a l'habitude de traiter. Et du coup, en fait, ça renforce l'idée que c'est une équipe qui va devoir utiliser un peu ses compétences de chacun pour porter des solutions à ça. Plutôt que on arrive, nous, on veut faire un jeu très systémique et de l'autre côté, on veut faire un jeu très narratif et au final, ça avance pas, si j'ai bien compris ce que tu veux dire. C'est exactement ça. Mais justement, c'est un peu le deuxième point, en fait, de ce qui est marqué là. C'est, ben, nous, on travaille en multidisciplinaire. C'est qu'il y a toutes sortes d'artistes et il y a toutes sortes de programmeurs. Donc, c'est déjà, j'ai envie de dire, une première difficulté en soi. Mais on rajoute parce que les jeux sérieux, assez souvent, en fait, les sujets qu'on a traités, on n'était pas experts, en fait, du domaine. Et on a soit pris un expert, soit on a appris avec l'équipe en faisant nous-mêmes notre expertise. Mais quand on est un expert, en fait, ça rajoute encore quelqu'un parce que autant quand on est artiste en jeu vidéo, programmeur, bon, on parle quand même jeu vidéo. On a des termes communs, quand on dit NPC, etc., on se comprend entre nous. Mais quand on va avec un expert, on n'a plus ce langage-là commun, en fait. Donc, ça demande d'expliquer les choses. Et c'est même pas des fois, c'est même pas des joueurs qu'on parle, mais il faut expliquer comment on va travailler dans le jeu, comment ça va se matérialiser. Parce que c'est souvent l'expert, il voit le côté utilitaire, en fait, comment il va l'exploiter, mais comment ça va fonctionner ou expliquer, oui, on peut le faire, mais ça va prendre plein de temps ou ça va pas se faire. Hein. Ça rajoute cette difficulté-là. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Pierre. Non, tu l'as bien dit. En fait, oui, mais avoir l'expert, ça force aussi les étudiants de devoir travailler leur communication, poser les questions, réussir à comment convaincre, expliquer à la personne c'est quoi le type de jeu qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on attend de lui, puis de lui poser des questions pour pouvoir avancer. Hier, on avait une rencontre justement avec la madame de la Sopfeu, puis d'avoir deux personnes qui ne parlent pas le même langage, d'arriver à traduire, puis faire OK, oui, vous dites ça, donc si vous dites ça, on peut faire ça. C'est vraiment une belle expérience. Puis je pense que dans ce genre de projet-là, multidisciplinaire, apprendre à bien communiquer est vraiment important. Mais ça rajoute, j'étais malheureusement pas là avec la madame de la Feu, mais je me rappelle à chaque fois, il y a des experts, il y avait un peu, en fait, pas à chaque fois, mais il y a souvent le point que l'expert dit oui, mais faudrait pas le faire comme ça parce que lui, il a sa vision très réaliste, très comment ça doit fonctionner. Et derrière, nous, comme c'est le ludique qu'il faut trouver une façon de faire, c'est dire oui, mais si on le fait comme ça, niveau jeu, les joueurs n'ont pas envie de faire ça en fait. Donc, il y a ce débat-là, en fait, c'est comme un jeu d'équilibre, trouver comment on fait en sorte d'avoir une mécanique ludique pour que les joueurs aient envie de s'investir et continuer, et que ça enseigne ou que ça fasse l'effet, qui est toujours amusant, parce que pour aller sur
sur toutes les anecdotes qu'on a eues. Je sais pas si tu te rappelles Axo, qu'on viendra plus tard, où full fun, entre guillemets, on voulait faire quelque chose et qu'après l'expo est venu en disant, mais dans la réalité, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, c'est pas nécessairement les valeurs qu'on veut véhiculer ou les valeurs qu'on pense avoir et qui ne sont pas les bonnes valeurs. Fait que ça, c'est intéressant pour ça d'avoir un expert qui nous ramène un peu à l'ordre. Est-ce que tu dirais, Yannick, que le plus gros défi, c'est de trouver une mécanique ou de ne pas rester pris dans nos idées préconçues de il faut un boss à la fin? Ben, Je pense à l'exemple ici de Subfeu qu'on est en train de faire. Puis presque tout de suite, l'équipe est allée vouloir faire le boss. Puis c'était comme un réflexe de gamer. Oui, ben en fait, c'est le défi, il arrive qu'il faut qu'on trouve des mécaniques pour enseigner, pour diffuser, pour répondre à un objectif sérieux. Mais c'est sûr que assez souvent, quand on n'a pas l'expertise en fait précise, ben on a plus tendance à mettre la balance dans le côté ludique, de se dire on va essayer de construire autour de quelque chose. Et ben, c'est là en fait l'équipe que tu parles, mais il y a quand même un moment, c'est pour ça qu'on travaille en agile, c'est de se dire ben continuer là, ça va pas nous emmener là où on veut, ben on coupe et on change de bord. Ça emmène pas le fait qu'il faut trouver une mécanique qui marche. Et ça enlève pas le fait que souvent, en fait, avec l'expert, faut lui montrer quelque chose parce que nous, si on vient juste en parlant de concept, en sortant nos mots, mais s'il n'a pas le visuel, en fait, il peut pas donner d'avis. C'est pour ça qu'assez vite, il faut qu'on ait nos protos, faut qu'on ait quelque chose à montrer à un expert parce qu'entre nous, on peut se faire des dessins, on peut utiliser nos jargons, on peut se faire n'importe quoi, mais quelqu'un, en fait, qui est pas dans ce domaine-là, c'est dur pour lui de comprendre. Le dernier point que je ferais là-dessus, c'est de faire l'expression follow the fun. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu as déjà entendu l'expression en production. En production, on va dire, quand on design un jeu, on va dire follow the fun. On va faire le premier prototype. Puis, ça c'est le fun. On va aller dans cette direction-là. Et d'une certaine façon, quand on design un jeu, c'est peut-être facile de suivre le fun. Alors que dans un jeu sérieux, on ne peut pas suivre le fun. Il faut garder l'idée du pédagogique, dire je veux enseigner ceci ou cela. Fait il y a une certaine. L'exemple qu'on parlait de la Subfeu, c'est un peu ça qu'ils faisaient. On va faire un boss, on va se battre contre un boss. Ils ont comme perdu de vue leur message primaire qui était enseigner comment empêcher les feux de forêt. Oui, mais c'est que, n'oublie pas, on a eu plusieurs fois ce point-là quand on travaille avec nos équipes, c'est que, en fait, quand on arrive à un point où on a quelque chose, en fait, l'espèce de défi du pivot, en fait, on a quelque chose, c'est est-ce qu'on met de l'effort pour revenir sur le message ou est-ce qu'on essaie de mettre des patchs et on continue dans notre direction? Oui, mais je trouve que ces situations-là, c'est une bonne pédagogie de design. Oui. Au lieu de suivre son design, tu es obligé de redesigner, de faire des itérations, de mettre juste une patch. On a vu qu'est-ce que ça faisait dans certains projets. C'est pas très payant souvent. Ben, j'aurais tendance à dire, j'ai pas vu de projet, j'ai pas le souvenir de projet où le patch a corrigé en fait le problème qui était identifié avant. Mais c'est un peu comme la différence. Ce que je rebondis, c'est un peu la différence entre Coulson et Equilibrium. Il y en a un que le côté jeu sérieux est beaucoup plus prononcé que l'autre. C'est un peu le reflet de nos deux équipes. En fait, je l'aurais pas dit comme ça, Jacob. C'est un côté, le message est beaucoup plus visible, dans le sens, il est beaucoup plus marqué, en fait, alors que de l'autre côté, il est plus, je vais pas dire absorbé, je vais pas dire soluble, mais l'idée, c'est qu'il est plus absorbé derrière les mécaniques, en fait, qu'il y a. Je dirais que c'est plus ça la différence entre les deux. Oui, mais c'est vraiment ça dans le niveau. Comme à quel point il y a un qui est plus facile à assimiler que d'autres. Je me dis, Equilibrium qui est sur la dépression, je trouve qu'il était plus facilement à comprenable versus le nôtre, il faut que tu réfléchisses un peu plus pour le trouver. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais là, je dirais que c'était le choix de design qui a beaucoup d'idées, parce que s'ils étaient partis sur un jeu avec des boss, en fait, peut-être qu'on l'aurait pas eu, le message non plus. Ah, je suis complètement d'accord, mais d'autres, je me souviens que notre équipe, on avait eu la réflexion justement de garder un peu plus de mécanique fun, entre guillemets,
puis que le message soit un peu plus genre dilué, versus Equilibrium, selon moi, ils ont vraiment bien focus sur leur jeu sérieux. Mais leur Mais c'est thématique. Ouais, c'est qu'ils ont été plus sur la narration, puisque leur Oui. sujet, pour ceux qui ne voient pas encore de quel jeu on parle, c'est Equilibrium, c'est un jeu sur la dépression. Ils ont voulu le traiter plus avec de la narration, avec de la mise en scène, avec du visuel entrecoupé de petites mécaniques de gameplay où on doit maintenir l'équilibre d'un personnage. Colson, c'est plus un jeu d'infiltration, je dirais plus exfiltration en fait, au final. Donc, il y a toutes les mécaniques de l'infiltration, le fait qu'il y a des patrouilles, que euh, il y a même des mécaniques de gestion, pendant que j'y pense avec Equilibrium, puisqu'il y a la gestion de l'eau. Mhm. Il y a tout ça en fait qui fait que on a, même si on suit pas en fait l'histoire, on a quand même un gameplay, on a du fun, on doit salomer entre les gardes, on doit sortir des sections, alors que Equilibrium, on est comme, j'ai pas envie de dire obligé, mais il faut suivre l'histoire en fait. Ouais, mais Equilibrium est plus proche du Walking Simulator Oui, euh, à ce niveau-là, avec des mécaniques qui nous balancent dans le jeu. Mais alors que Coulson, c'est vraiment un jeu avec un message. Donc, deux extrêmes peut-être des jeux sérieux dans ce cas-là. Exactement. Yannick, mais mandat universitaire. On a une slide après pour les jeux. le mandat universitaire, c'est sûr que du point de vue universitaire, ben, l'un des mandats, c'est de contribuer, en fait, c'est d'apporter des connaissances, d'apporter des solutions, ben, d'éduquer les individus. Je me perds un peu dans ce que j'allais dire, mais l'un des mandats intéressants, en fait, je vais plus le tourner dans l'autre sens. C'est que du point de vue universitaire, c'est, à mon sens, je pense que mes collègues partagent mon avis, plus intéressant de donner des jeux sérieux, de travailler là-dessus que de juste proposer des jeux ludiques, en fait. Parce que l'industrie en produit déjà, en fait, il y a beaucoup de jeux ludiques. Par contre, des jeux sérieux, là, on peut attraper, comme tu l'as dit, Pierre, tout à l'heure, des sujets peut-être qui viendront pas naturellement avec des solutions de jeux sérieux. Nous, on peut vraiment travailler là-dessus. Et ça coopère, j'ai plus le mot. C'est dans le même sens que l'une des directions, l'une des missions de l'université, en fait. Je l'ai dit un peu brouillonne. Pierre Jacob, je compte sur vous pour le reprendre. En fait, un des mandats Pour moi, universitaires. Vas-y, les Jacob. mandats universitaires, c'est en adéquation avec le marché. Mettons, le marché c'est plus ludique versus nous autres, c'est un marché qui est un peu plus. Malgré le fait que maintenant, il y a plus de millions puis slash de milliards intégrés dedans, c'est vraiment des côtés que tu peux plus développer, aller chercher puis le donner à différents organismes qui peuvent être vraiment intéressants à travers ça. Le dernier point, c'est exploration de nouveaux domaines. Je prendrais un exemple d'un jeu qu'on n'a pas cité dans nos listes, Yannick. Je parlerais de Broken Cycle, Oui. qui était un jeu, c'est un bel exemple d'un jeu qui explorait des nouveaux systèmes, c'est-à-dire un jeu de réalité virtuelle qui explore le cycle de la violence domestique. Donc, c'est un sujet très, très difficile. On travaillait avec SOS Violence. Il fallait on voulait faire une expérience en réalité virtuelle. On vise une clientèle qui n'est pas habituée à faire de la réalité virtuelle. Donc, travailler avec les gens de SOS Violence, faire comprendre ça, développer un jeu qui explique le cycle de la violence dans une expérience en VR qui dure peut-être 10-15 minutes. Donc, beaucoup de travail au niveau de créer l'interface, créer le gameplay pour arriver à vendre cette idée-là. C'est vraiment une exploration intéressante. Les étudiants ont vraiment dû se creuser la tête pour trouver comment faire, comprendre c'est quoi le cycle de la violence, puis après ça, le vendre dans une expérience en réalité virtuelle. Donc, le défi des jeux sérieux amène ça aussi de devoir se forcer à réfléchir à c'est quoi le meilleur média, c'est quoi le meilleur support, réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, ça amène cette réflexion-là aussi. Mais je ferais du pouce sur ce que tu dis. C'est aussi ce qu'on parlait avant de commencer avec Jacob pour ton jeu du moment là.
c'est que souvent, en fait, les jeux ludiques, il y a des prérequis, en fait, parce que c'est des joueurs, on s'adresse assez souvent à des joueurs, toutes sortes de joueurs, mais ils ont déjà des prérequis, ils savent comment des choses s'utilisent, donc ils ont déjà un langage gamer. Alors qu'en jeu sérieux, des fois, on s'adresse à des gens qui jouent pas, en fait, aux jeux habituels dans lequel la société est là. On est obligé de se creuser la tête sur, OK, c'est qui va jouer, comment on va lui transmettre ça. Et le jeu de Broken Cycle, je me rappelle, il y a des gens qui ont testé. Tous les gens qui avaient testé Broken Cycle, c'était des gamers. Donc, ils avaient les habitudes. Ils savaient qu'on appuie sur un bouton, il se passe quelque chose, etc. Il y a 2 personnes qui arrivent. En plus, c'est de la VR. C'est vraiment un truc nouveau. Se déplacer, ils avaient un peu de mal avec ça. Et je ne sais pas si tu rebondir ton jeu du moment, Jacob, il y a aussi cette réflexion-là qu'on a, en fait. Les gens qui vont utiliser, c'est peut-être pas des gens qui ont l'habitude de casque VR. Non, définitivement aussi. Puis notre experte non plus, c'était une directrice de musée, donc il a fallu faire une certaine adaptation aussi. Comment il présentait le truc, aussi faire beaucoup attention au motion sickness, parce que les personnes cibles qu'on visait, c'est des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience VR, donc c'est vraiment des trucs que tu dois prendre en compte quand on conçoit ces jeux-là. Et exploration de nouveaux domaines, il y a aussi le point que même pour nous, il y a avec ton jeu sur la Seconde Guerre mondiale, mais tu nous apprends plein de choses, de nous dire quand on a parlé de la fameuse barrière qui est ouverte, tu nous dis ouais, mais dans la réalité c'est comme ça pour telle raison. Alors que sans cette connaissance-là, je serais passé en fait d'un jeu qu'à ça, je m'aurais dit le jeu il est pas fini en fait. C'est bizarre d'avoir ça. On apprend en explorant en fait, on apprend plein de choses. Si on reprend le Axo où l'expert nous a dit du plastique, les plantes dans l'absolu, elles vont être un peu plus marron, mais en fait avoir un pot de plastique, ça leur passe pas de problème. C'est plus à nous que ça pose problème, les animaux. Donc on apprend plein de trucs comme ça. Oui. Il y a aussi, je pensais, le jeu qu'on développe en ce moment avec Pain Tranché, le nom de l'équipe. Les dark patterns, où là, ça nous pose des défis de conception, où on va vouloir briser le jeu d'une certaine façon pour créer l'expérience des dark patterns, mais on prend le risque en même temps de donner l'impression que le jeu va être brisé. Un peu comme on a vu tantôt aussi avec les chambres d'écho, le projet de Terranomélie. Donc, de repenser aux interfaces, alors qu'on a en interface, en industrie, on a des classiques d'interface. Voici comment on fait une interface. Voici comment on communique aux joueurs. Ces 2 jeux-là nous forcent à repenser même à l'interface. C'est qu'en fait, la difficulté, c'est que la limite, elle est fine entre le joueur va dire l'interface, c'est n'importe quoi, c'est mal fait. Et le joueur, il va comprendre que c'est intentionnel, en fait, et qu'il y a une volonté derrière de faire quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, l'équilibre qu'il faut faire dans ces 2 jeux-là. Oui. C'est comment tu fais une interface qui n'est pas habituelle, mais que le joueur l'utilise et comprenne ce qu'il y a derrière. Que c'est intentionnel, qu'il y a une intention en arrière et non pas une erreur. Est-ce qu'on passe à juste pour que je me rappelle, on a 40 minutes seulement. Hein? Je sais pas, moi je vois 1h30 en fait dans dans le chronomètre. Si c'est 40 minutes, il nous reste juste 10 minutes. En fait, il reste 59 minutes d'après le chronomètre. 56 minutes d'après le chronomètre. OK. Donc, si tu veux continuer là-dessus, on peut... on peut peut-être montrer un peu les... oui, la prochaine, c'est nos projets. Allons-y pour nos projets. Allez. En fait, c'est quelques-uns de nos projets. Ce ne sont pas tous nos projets. Avec Colson, que Jacob a fait. Pas tout seul en équipe, mais Colson qui a fait que tu as gagné le concours étudiant de l'Association canadienne du logiciel de divertissement en 2020. Oui, effectivement. Non, on était 25 en plus. C'est une belle expérience aussi pour en industrie, tu ne seras pas seul. Donc en plus, on a eu, je ne sais pas si c'était à nouveau cette année-là ou pas, mais avec un centre designer aussi de l'Université de Montréal, je crois. C'est ça? C'est pas nouveau, mais à chaque année, c'est récent. Mais à chaque année, on a des centres designers de l'Université de Montréal. Donc encore là, on avait vraiment des différents domaines de prog, après ça, différents domaines d'artistes.
puis en plus le sound design. Donc c'est vraiment intéressant à développer en équipe ce projet-là. Mais du coup, ça a été quoi? Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ton expérience, que le fait qu'il y avait un message, ça vous a un peu l'idée pour travailler tous ensemble, mais est-ce que tu as des choses de plus à dire là-dessus? Non, pas vraiment, c'était vraiment intéressant. Veux pas, on avait déjà eu à peu près la même idée de chacun de notre côté. C'est quand même un addon assez exceptionnel, côté prog et côté artiste. Donc le match a quand même été facile, malgré quelques tensions, mais je crois que on a tous grandi à travers ça. Mais j'irais du coup sous le côté un peu, vu que c'est un jeu vidéo de toute façon, ben, c'était quoi en fait, j'allais dire, ton émotion quand tu as appris que tu avais gagné le concours de la LD avec Colson? Honnêtement, j'étais vraiment content, mais je crois que le pic, les gens, qu'est-ce que j'ai, tu sais, c'était vraiment bien gagner ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment mieux, c'est voir des let's play sur YouTube de ton jeu, puis de regarder tous les commentaires en dessous des vidéos de différents let's play ou même des gens qui ont streamé le jeu, puis que les gens ils en reviennent pas, que ce soit juste qu'il y ait une semaine de développement, que ce soit une équipe universitaire d'étudiants, puis que tout le monde demande une suite. T'sais. Donc, honnêtement, je pense que c'était vraiment ça m'a vraiment fait beaucoup plus d'effet que gagner le prix, c'était vraiment intéressant aussi. Mais bon, le prix était intéressant à la fin, c'était deux personnes pouvaient aller de l'équipe à l'E3, mais bon, malheureusement, en 2020, il y a eu la COVID. Mais, euh, mais c'est vraiment en plus le côté à quel point c'est rendu c'est sur YouTube, etc. C'est vraiment valorisant comme truc. Tu veux parler d'Equilibrium, vu que tu as travaillé en même temps avec eux? Oui, écoute, mais c'est vraiment intéressant aussi ce jeu-là, à quel point que ça rentre dans ton immersion avec le son, puis avec la mécanique d'équilibre, d'où Equilibrium, avec la dépression. Puis c'est vraiment un jeu qu'ils ont adoré développer aussi, c'est avec des amis à moi. Donc, puis encore là, ils en parlent encore dans différents studios de leurs jeux, puis de l'impact que ça a eu aussi. Il y en a que ça les a vraiment touchés personnellement quand ils travaillaient sur ce jeu-là. Donc pour eux, ça a vraiment une autre dimension. C'est un point intéressant que tu mentionnes, parce qu'ils ont eu plusieurs projets par le passé, Jacob, comme Equilibrium, sur des sujets peut-être plus difficiles. C'est une des composantes, je pense que des fois, on oublie dans les jeux sérieux, c'est ce côté-là justement de... je me rappelle dans le passé, quand on a commencé à vouloir faire des jeux sérieux, on avait un jeu qui était contre le suicide. Ça amène tout le temps plein de difficultés à savoir comment en parler, mais dans ce cas-là, le jeu auquel je pense sur le suicide, les étudiants ne voulaient simplement pas travailler sur le projet. Ils ne voulaient pas travailler pendant 4 mois sur un jeu avec un sujet aussi lourd. Dans le cas d'Equilibrium, est-ce qu'on avait un scénario similaire? C'est pas qu'ils voulaient pas, mais c'est que à la fin, on dirait que c'était un grand soulagement pour une personne que je pense en réalité, je pense, qui était exactement dans la dépression au moment qu'il a créé le jeu. Donc, tu sais, de reconnaître, genre, tu sais, le jeu gagner des prix aussi, etc. Mais à la fin, qu'il y a un truc accompli, puis que le message passe auprès des autres personnes, mais ça lui a fait extrêmement de bien, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant. Cool. Peut-être mentionner que tous ces projets-là, c'est tous des projets faits en équipe. On parle d'équipes variant de 10 à 20, 25 personnes. Donc, c'est quand même des grosses équipes assez substantielles qui vont travailler sur le projet. Quand on rajoute les musiciens, puis on rajoute toutes les aides extérieures, parce que quelquefois, on va aller dans les cas plus précis, je pense à Don't Spread It, où on a un étudiant qui se spécialise plus en effets spéciaux et est venu nous aider pour faire la fontaine dans le projet. C'est des gros projets assez complexes qui sont quand même, qui est une composante d'apprentissage, le fun aussi. Mais en fait, tu été large parce que des fois, il y a des groupes de 5 aussi qui travaillent sur les sujets, si je prends le groupe de Jacob. Oui, en ce moment, oui. On s'entend que c'est assez exceptionnel, une petite équipe comme celle-là. Mais oui. Mais Equilibrium, on a parlé tantôt, c'est la difficulté en fait de designer. Je sais pas si tu t'en rappelles, ben, Jacob n'était pas au courant peut-être, mais vers la fin du projet, leur mécanique justement de l'équilibre, il a dû avoir un gros rush en fait pour trouver quelque chose qui marche. Parce qu'il s'était rendu compte que ça n'avait pas, au niveau ludique, en fait, il n'y avait pas d'intérêt. Oui, eux autres, il y avait le message, il y avait bien le message, mais l'aspect ludique manquait.
Ouais, je me souviens que les deux Nicolas sont bien cassés la tête là-dessus. Ils ont quand même pris une bonne décision. Ça a été une grosse décision difficile, mais ils ont tiré la plug au bon moment, entre guillemets. Ben, c'était une décision d'équipe, donc c'est sûr que quand c'est l'équipe qui se rend compte de ça et qui cherche des solutions, ça marche mieux que de dire on continue en espérant qu'un patch miracle arrive à la fin. On a eu des équipes qui ont voulu faire des patchs miracles. Oui. Veux-tu parler d'Axo? Veux-tu que je clique en fait sur les. Oui, partons à la démo d'Axo. Ça va faire un peu de diversité visuelle. Je pense qu'on a perdu. Mon Dieu. Il n'y a plus que nous dans la conférence, messieurs. Non. Ben, on est en train. Veux-tu que je parte sur YouTube en fait Oui. Ça va-tu marcher? Vous voyez mon écran, je pense. Oui. Yes. Je sais pas si Jacob y a joué. Axo, non. Ah ben, du coup, tu vas voir. Alors, Jacob, comme tu l'as vu, c'est un jeu sur quoi du coup? Sur l'écologie. Est-ce qu'on le prend comme bonne réponse, Pierre? Mettons, c'est la grande talle. Plus précisément, ça serait un jeu sur le recyclage. Sur le recyclage. Mais on n'a pas vu beaucoup de gameplay non plus dans le trailer. Non, effectivement. Y a-t-il une image qu'on pourrait montrer? Celle-là. Ce qui est intéressant, ils sont vraiment partis avec l'idée du recyclage, mais je dirais qu'ils ont rapidement dérivé dans l'écologie. Donc, quand l'eau polluée, la pollution un peu partout, au début, ils ont littéralement perdu leur message de vue. Ils ont vraiment commencé à designer, genre, on le voit un peu dans le trailer, quand tu termines un niveau, la nature devient belle, c'est idyllique, c'est fabuleux. C'était un de leurs piliers. C'est vraiment un de leurs piliers, c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et quand on a rencontré l'experte, elle aura un peu comme dit, non, les sacs de vidange dans la nature, ça ne dérange pas tant que ça. La nature ne les voit pas, elle va pousser autour d'un sac de plastique, ça ne dérange pas. C'est pas, ça n'a pas l'impact qu'on pense, nous, sur la nature. Et l'experte les a ramenés un peu plus vers, ben nous, ce qu'on a besoin, c'est un jeu sur apprendre à recycler. Comment mieux trier nos déchets à la base. Le jeu, ce qu'il propose, en fait, c'est la plateforme qu'on voit, le personnage, l'axolot. En fait, je te coupe parce que avant même d'aller dans les mécaniques, c'est d'en venir. Pourquoi en fait c'était ça, c'est que le point, c'est qu'elle nous avait fait remarquer, c'est sur ça que les étudiants ont un peu capitalisé, c'est que on pense tous savoir recycler, mais qu'on fait des gestes qui fait qu'on peut pas recycler. En fait, on contamine des lots de recyclage et quand ils sont contaminés, c'est qu'on les jette en fait. C'est par exemple du compost, il suffit qu'on mette une pile et il faut jeter toute la pile de compost à cause d'une seule pile. Et on a l'image en fait représente ça, c'est que les gens pensent que j'ai appris qu'on recycle comme ça, je vais l'appliquer partout, et en fait c'est pas ça dans la vraie vie, c'est qu'il y a des règles en fait différentes un peu partout dans le monde sur ce qui est recyclable ou pas. Et je te laisse continuer, Pierre. Tu parlais de la plateforme. T'es bien parti en fait. Fait que c'est ça. Fait que l'axolot ramasse des déchets partout dans l'île, des trucs recyclables, des trucs compostables, des vrais déchets, des déchets ultimes en fait.
qui sont les déchets qui ne peuvent pas être recyclés ni compostés. Puis il doit les trier. Ce qui est le fun de voir, ce qui était le fun de voir dans l'expérience des joueurs, c'est que, bon, OK, le plastique va dans le plastique, ça va bien, mettons, le fer dans le fer, mais c'est 40 minutes. En théorie, on a terminé, messieurs. Mais ce qui arrive, c'est que, par exemple, la boîte de pizza souillée, là, tout le monde veut l'envoyer dans les déchets parce que ça ne peut pas être recyclé. Donc, on la voit dans les déchets. C'est ça qu'on a tous pas mal appris. Quand c'est du carton souillé, il va dans les déchets. Non, maintenant, si tu as du compost chez vous, tu peux le mettre dans le compost. Ah. Ce qui est vraiment très le fun, c'est de voir les joueurs un peu être insultés en faisant « Ben non, voyons non, ça va dans les déchets. » C'est là qu'ils vont sur le site web de leur ville, qui font « Si vous avez du compost, une boîte à pizza souillée, c'est compostable. Ça va se dégrader. » Puis c'était vraiment le fun de voir les joueurs être confrontés à la limitation de leur connaissance. Ah ben je ne le savais pas, je vais aller vérifier. Puis il y avait tout le temps à la fin une espèce de débat, souvent autour de la table, de la boîte de pizza, qui disait Mon Dieu, mais ça, je ne le savais pas. Puis le jeu, à ce moment-là, on trouvait qu'il réussissait bien à justement apprendre quelque chose aux joueurs. À la fin, il disait OK, je sais que je ne sais pas recycler puis composter. Je vais devoir retourner à la table à dessin. On a dépassé de 6 minutes, messieurs. Ouais, Ouais, stop j'ai vu le message de Marc-Antoine. Ouais. Mais en fait, je ne sais pas si tu veux conclure si on montre l'autre jeu à Jacob. Oui, on va montrer mon jeu à Jacob pour. Ben, en fait, c'était ça pour conclure sur Axo. C'est le moment qu'ils ont gâché, c'est en fait, on fait une mécanique et on va apprendre aux gens qui ne savent pas recycler. Et beaucoup de playtesters, en fait, ben, ils étaient insultés, comme Pierre l'a dit, de dire non, j'ai bien fait, c'est le jeu qui est mal fait. Et qu'après, ils allaient voir sur le site web et non, en fait, c'est le jeu qui avait raison. Mais juste pour dire, avec leur interface, le jeu t'expliquait. Donc, quand tu composes, pour la boîte de pizza, non, une boîte de pizza souillée peut être compostée. Mais même quand le jeu disait voici la réalité, les joueurs étaient quand même insultés. C'est vraiment drôle de voir. Non, c'est pas ça que je sais mieux que votre jeu. Et finalement, il disait que non. Ce qui est intéressant niveau design, c'est que quand on a rencontré l'expert, au départ, comme tu as dit, c'était pas ça. C'était l'idée, on va ramasser tous les déchets et naturellement, l'île va devenir verte. L'île va mieux aller parce qu'on a ramassé tous les déchets et c'est ça que l'expert a dit, ben, c'est pas tellement ça. Et que du coup, ben, fallait trouver, parce qu'il y avait déjà, c'était genre la moitié du développement du projet, il y avait déjà des choses de fait. Fallait voir comment on vire de bord en fait pour garder un message sérieux. Monsieur, oui. Le trailer personne, puis après ça, on est rendu à la fin, puis il y a juste nous trois en train de jaser. Ben, en fait, c'est un peu ça qu'on a fait. Voulais-tu voir Don't Spread It? Ouais, on peut y aller pour Don't Spread It. T'as-tu le trailer Après pas ça, on loin? mettra... Ouais. Ben, en fait, je clique dessus. Veux-tu expliquer Don't Spread It, Pierre? On laisse Jacob regarder. Il dure combien de temps le trailer? Il dure longtemps. C'est pas un trailer, c'est une partie gameplay en fait. Ah, non, ça va être un peu long. Ouais. Je peux l'avancer. Je pense qu'on va l'expliquer rapidement. Bon. Oui, mais Don't Spread It, c'est-tu un espèce de comportement toxique, là? C'est un... Je vois juste avec le titre, là. Si tu peux voir, on voit un peu que nos personnages ont des masques. On est en situation de pandémie. Le jeu essaie de t'enseigner les bonnes pratiques en temps de pandémie, rester loin du monde, laver tes mains. Par contre, tu es en train de faire ton shopping de Saint-Valentin. Le jeu s'adresse à des jeunes adultes, mettons 18-25 ans. D'où le côté un peu plus rococo kitsch, genre magasinage de Saint-Valentin, acheter du chocolat, il y a de la lingerie à acheter,
je pense pas qu'on va au sex shop, mais il y a un sex shop dans notre centre d'achat. Donc, il y a un côté drôle de ce côté-là, il y a un côté irrévérencieux. Puis à la toute fin, fait que là, on voit la liste. J'avance. Quelqu'un t'écrit, veux-tu aller à telle place, oublie pas de ramasser du chocolat, oublie pas de ramasser les tels trucs. Tu es obligé de te promener en centre d'achat. Ça te force à explorer le niveau. Puis à la fin, si tu veux avancer, Yannick. Ouais. Vers la fin, je pense là. Il s'en va pour sortir. Ouais. Une fois que tu as fini ta liste d'épicerie, tu sors. Là, ce que le jeu te propose, c'est de revoir ton gameplay, puis de te dire quand est-ce que tu as été infecté, à quel moment, donc tu n'as pas fait attention, combien de gens tu vas avoir infecté pendant ton run-through du jeu. Donc, tu as été là pendant 20 minutes, tu l'as attrapé. Donc, il y a cette idée-là de dire, voici comment tu as été proche, tu t'es pas lavé les mains d'autres personnes. Donc, d'expliciter la transmission. Tu peux commencer, tu l'as déjà, tu peux l'attraper en plein milieu, puis tu peux scroller le nom, puis voir, OK, c'est là que je l'ai attrapé. Puis les 3 personnes qui me l'ont, la personne qui me l'a donné, moi, je l'ai donné à 3 personnes par la suite. Puis, c'est bien intéressant. C'est ça, mais le jeu devient intéressant après. C'est comme là, tu veux le rejouer pour dire est-ce que je peux le faire sans contaminer personne? Est-ce que je peux le faire en contaminant le plus de monde et en ayant des comportements dangereux? Ça fonctionne vraiment très, très bien à ce niveau-là. Mais il y a le côté de tout, la musique est Barry White, là. Grosse voix. Un beau projet, mais il y a eu des problèmes de design tout le long. Il y a toujours des problèmes. De design tout le long, oui. C'est là ce qui est le plus triste, c'est qu'ils ont pris une drôle de décision au début de nous empêcher d'aller dans les magasins. Finalement, les magasins sont vraiment très beaux. Ben, en fait, au départ, c'était parce qu'ils voulaient pas les faire très beaux. Mais après, ils ont fait très beau, donc les gens voulaient rentrer dans les magasins. Mais qu'ils n'ont pas voulu qu'on rentre dans les magasins quand même. Parce qu'ils voulaient. La réponse que je me rappelle, c'est ouais, mais il faudrait les faire encore plus beaux. Parfait. Bon, on conclut le stream sur ça. Oui. Bonne soirée. Bonne fin de semaine tout le monde. Bonne fin de semaine. Merci d'être venu, Jacob. Ça fait qu'on a pu jaser à toi. Ben oui. Excellent. Et du coup, Pierre, as-tu 5 minutes? Oui, sur Teams. Ouais, sur Teams. On va pouvoir discuter de la note de Jacob. Ah, d'accord. Oui. Okay. On se voit sur Teams. Ok, merci Jacob. Merci l'équipe Mega Mix qui est là. Exactement. Oui. Merci Marc-Antoine. Perfect. Stop stream.